Franc-maçon, panafricain, africaniste. Voilà ce dont on va parler. C'est Chacun de Kemet. Nous allons faire la genèse de ces organisations qui jusqu'à aujourd'hui vous ont mis une belle quenelle. Franc-maçonnerie définition selon l'Encyclopédie Britannica 2012. En plus du corps principal de la franc-maçonnerie dérivé de la tradition britannique, il y a maintenant un nombre de groupes attachés qui sont principalement des organisations sociales ou d'amusement qui n'ont pas de position officielle dans la franc-maçonnerie, mais qui attirent leurs membres dans les degrés les plus élevés de la franc-maçonnerie. Ils sont particulièrement répandus aux États-Unis. Parmi celles connues pour leur travail de bienfaisance, il y a l'ancien ordre des nobles du lieu saint, mystique, The Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine, les Shriners. Donc voici le site internet des Shriners tel qu'il était à l'époque, shrinersinternational.org. Vous pouvez voir le Fez qui fait partie de la template du site, du moins à l'époque. Il y a pu y avoir des changements depuis. Ici vous avez l'histoire des Shriners et vous avez les deux personnes qui sont à l'origine de ce mouvement. On va lire quelque chose d'intéressant à leur sujet. Et avant de continuer, vous pouvez constater, celui de gauche porte déjà le Fez. Alors, la source est donc toujours le site Shriners International. En 1870, un groupe de francs-maçons se réunissait fréquemment pour déjeuner au Knickerbocker Cottage au 6th Avenue à New York City. À une table spéciale au second étage, un groupe qui aimait particulièrement l'amusement se rencontrait régulièrement. Parmi les réguliers, il y avait Walter M. Fleming, M.D. et William J. Billy Florence, un acteur. Le groupe parlait fréquemment de commencer une nouvelle fraternité pour francs-maçons, centrée sur l'amusement et la camaraderie plus que sur les rituels. Fleming et Florence ont pris cette idée assez au sérieux pour en faire quelque chose. Billy Florence avait été invité pour une tournée en France et il fut invité à une réception donnée par un diplomate arabe. Le style exotique, les goûts et la musique de la soirée à thème arabe l'a inspiré à suggérer cela en tant que thème pour la nouvelle fraternité. Walter Fleming, un frère de fraternité dévoué, s'est fondé sur les idées de Fleming et a utilisé sa connaissance des rituels de fraternité pour transformer le thème arabe en Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine. En français, Ancien ordre des nobles du lieu saint mystique. Avec l'aide des réguliers du Knickerbocker Cottage, Fleming dressa le rituel, désigna l'emblème et les costumes, formula une salutation et déclara que les membres porteront le fez rouge. Le premier meeting des Mecca Shriners, en français Shriners de la Mecque, le premier temple ou chapter établi aux États-Unis fut tenu le 26 septembre 1872. Donc, avant d'aller plus loin, on comprend que le fait que ce soit centré sur ce qui touche au monde arabe, c'est une pure coïncidence parce que les fondateurs, qui sont des Américains caucasiens, occidentaux, se sont rendus dans un endroit où ils ont apprécié le style exotique. Ça aurait pu être le bouddhisme, l'hindouisme ou quelque autre région du monde ou quelque autre culture du monde, mais c'est par pure coïncidence. Toujours sur le même site des Shriners, on a une section concernant le fez et la traduction. Le fez est l'un des symboles le plus reconnaissable de Shriners International et fut adopté comme la coiffure officielle des Shriners en 1872, nommée après la ville de Fès au Maroc. Le chapeau représente le thème arabe sur lequel la fraternité fut fondée. Désormais, toujours sur le même site des Shriners, on nous parle de l'emblème. Et la traduction nous dit l'emblème à l'avant du fez, le croissant et cimeterre est une importante partie du thème de la fraternité et il est représentatif des caractéristiques incarnées par les Shriners. Encore sur le même site des Shriners, on nous parle des francs-maçons et des Shriners et ça va être très intéressant. Traduction. Tous les Shriners sont francs-maçons, mais les francs-maçons ne sont pas tous Shriners. Shriners International est un dérivé de la franc-maçonnerie
qui est la plus ancienne, la plus large et la plus connue des fraternités du monde. La franc-maçonnerie date de plusieurs centaines d'années, lorsque les tailleurs de pierre et autres artisans se réunissaient après le travail dans des maisons d'abri ou loges. Au fil du temps, les membres se sont organisés en guildes maçonniques et les outils de leur métier, l'équerre et le compas, sont devenus le symbole de leur confrérie. Au fil du temps, la franc-maçonnerie a évolué en organisation qui commença à accepter des membres qui n'étaient pas artisans. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie repose sur une fondation qui améliore le caractère et renforce les communautés, même si l'équerre et le compas sont toujours les symboles de la confrérie fraternelle. Lorsque Shriners International fut fondée en 1872, l'organisation s'est basée sur les principes qui guidaient la franc-maçonnerie, tout en ajoutant un élément d'amusement et, en fin de compte, la philanthropie qui a démarqué les Shriners International. Les deux organisations sont également structurées similairement. Les Shriners sont des temples, les francs-maçons des loges bleues ou ateliers. Les membres de loges maçonniques doivent apprendre l'histoire de leur fraternité et gagner des degrés maçonniques. Lorsqu'un membre a complété le troisième et dernier degré, il devient un maître franc-maçon et devient donc admissible pour devenir un Shriner. Des cours supplémentaires d'études maçonniques sont disponibles et sont connus sous les noms de Scottish Rite et le York Rite. Pour en savoir plus sur comment devenir franc-maçon et un Shriner, visitez beashrinernow.com. Donc, pour le début de la synchronisation des symboles, nous n'en avons qu'un seul, celui des Shriners. Souvenez-vous, le premier meeting des Maker Shriners est le premier temple établi aux États-Unis en septembre 1872. De la franc-maçonnerie, nous avons les Shriners, ensuite nous avons les Moors. La source ici, c'est l'Encyclopédie Britannica 2012. Moorish Science Temple of America. Mouvement religieux fondé à Newark, New Jersey en 1913 par Timothy Drew, connu par ses adeptes ainsi Noble Drew Ali, en anglais Noble Drew Ali, et également le prophète. Drew Ali enseigna que tous les Noirs avaient une origine Moor, en anglais Moorish. Drew Ali a déplacé son organisation plusieurs fois et s'est finalement établi vers 1920 à Chicago, où il trouva du succès. Il mourut dans des circonstances mystérieuses, et la Moorish Science Temple of America se divisa en plusieurs factions. La nation de l'islam a évolué à partir d'une succession contestée de Drew Ali, puis est devenue une organisation séparée en 1932 à Détroit. Vous avez la source de l'image en bas de l'écran, et à droite une photo de Drew Ali, et vous pouvez constater qu'il porte le fez. Ici, nous avons le site de morrisonstempleofamerica.org. Vous pouvez voir le croissant de lune avec l'étoile, ainsi que le drapeau marocain. Et en bas, vous avez une photo des débuts du Morrison Temple of America. Ici, c'est la photo en format plus grand. Et vous pouvez voir une personne en haut à gauche. Certaines personnes disent qu'il s'agit de Fard Mohammad. Pour ceux qui ne savent pas qui est Fard Mohammad, c'est celui qui est à l'origine de l'organisation qu'on appelle Nation de l'Islam. Voici des enseignements de Noble Drew Ali. Vous avez toujours la source. Qui est Noble Drew Ali? En fait, il s'agit d'un questionnaire. Qui est Noble Drew Ali? Il est le prophète d'Allah. Où est né Noble Drew Ali? Dans l'état de North Carolina, 1886. Quelle est sa nationalité? Moorish American, ou bien Maure américain si vous préférez en français. Quelle est ta nationalité? Moorish American. Pourquoi sommes-nous Moorish American? Parce que nous sommes descendants de Marocains et nés en Amérique. Quelle est ta religion? Islamisme. C'est bien comme ça qu'ils le disent en anglais, c'est islamism. Ils ne disent pas islam. À quel âge Jésus a commencé à enseigner? À l'âge de 12 ans. Où a-t-il enseigné? En Inde, en Afrique et Europe. Qu'est-ce que veut dire le mot noir? Noir, d'après la science, veut dire mort. En anglais, black means death. Peux-tu définir le mot blanc? Blanc signifie pureté. Pureté signifie Dieu et Dieu signifie souverain.
Bon, je pense que ça se passe de commentaires, hein. Il disait que Jésus a enseigné en Inde et voilà, bon, je vais m'arrêter là, hein. De toute façon, à partir du moment où on a un enseignement qui dit que noir signifie mort et que blanc signifie pureté, et je pense qu'on n'est pas loin de la suprématie blanche. Mais bon, avec les panafricains, on n'est jamais au bout de nos surprises. Voici donc le drapeau des morts. Vous avez la source tout en bas. Vous pouvez constater l'épée et l'étoile. Et bien évidemment aussi la couleur rouge. Maintenant, on va citer Carl Evans dans son livre The Messenger, The Rise and Fall of Elijah Muhammad, page 62. Drou Ali croyait que le Maroc était la terre originelle des Afro-Américains, qu'il appelait Moors, Maures, et Asiatiques. Citation du même livre, page 64. En 1913, Drou, grandement influencé par les écrits du spiritualiste blanc Levi H. Dowling, auteur de The Aquarian Gospel of Jesus the Christ, l'évangile du verseau de Jésus-Christ, forma sa propre secte en l'appelant Canaanite Temple, temple cananéen. Après la mort de Dowling en 1911, Drou a plagié le livre, le combinant avec les enseignements du mouvement Ahmadiyya et de la franc-maçonnerie pour produire son propre soi-disant Holy Quran. Il changea son nom pour Drou Ali, précédé du titre Noble, qu'il a emprunté au rituel maçonnique. Les Noirs américains, écrit Noble Drou Ali, étaient en fait des Asiatiques qui sont descendants des Moabites. Page 65. Dès 1928, Drou Ali fonda 17 temples dans 15 États, celui de Chicago étant le plus large et le plus profitable. Voici donc le Coran des Moors, qu'ils appellent Seven Second Quran. Le nom complet, c'est The Holy Quran of the Morrison Temple of America. Vous pouvez voir le signe 7. Vous le reverrez plus tard. Et à droite, The Aquarian Gospel of Jesus Christ par Lévi, qui a été plagié. Donc, question originalité, ça laisse à désirer, mais une fois de plus, avec les panafricains, on n'est pas au bout de nos peines, on n'est pas au bout de nos surprises. On continue. Synchronisation des symboles. À gauche, depuis 1872, l'emblème des Shriners et à droite, le drapeau des Moors. Il y a différentes variantes, mais en général, c'est de couleur rouge et vous pourrez voir euh, une épée ou peut-être un croissant de lune et puis de toute façon l'étoile. Très souvent, vous avez simplement le drapeau rouge avec l'étoile. Et eux, ça date de 1913. L'influence asiatique. Toujours dans le questionnaire des Moors, c'est un système de questions-réponses. Pour la nation de l'islam, ce sera un peu similaire dans leur leçon qu'ils appellent leçon suprême, Supreme Wisdom. À mourir de rire, mais bon, à chacun son truc. Numéro 84. Quand est-ce que la tête de Satan a été ôtée? 1453, à Byzantine. Par qui? Par Mehmed II. Selon l'encyclopédie Britannica 2012, Mehmed II était un sultan ottoman de 1444 à 1446 et de 1451 à 1481. Grand leader militaire, il a capturé Constantinople. Et pour Constantinople, c'est donc Istanbul, autrefois Constantinople, Byzance antique, plus grande ville et porte de Turquie. C'était autrefois la capitale de l'Empire de Byzantine. Et pour le terme bey, turc bey, ancien turc beg, arabe bay ou bey. Titre chez les Turcs traditionnellement donné aux dirigeants. Plus tard, bey est devenu un titre général de respect dans les pays turcs et arabes. Pour pas mal de gens qui sont francophones, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais pour ceux qui sont anglophones, c'est très connu que les Moors, donc les Noirs arabisés d'influence asiatique aux États-Unis, donc des Afro-Américains en manque de connaissance de soi, énormément d'entre eux s'appellent Bey. Ils ont Bey dans leur nom. C'est quelque chose de très commun. Donc pour l'instant, en termes d'influence, on a eu les francs-maçons, puis les Shriners. Maintenant, on a ce qui touche à l'Empire ottoman et la Turquie. Donc rien à voir avec ce qui est de près ou de loin par rapport à l'Afrique. Je ne parle même pas du livre de Lévi concernant le gospel de Jésus, de Christ. Maintenant, mention honorable.
Marcus Garvey, toujours Britannica 2012. On va pouvoir faire des comparaisons entre les enseignements de Marcus Garvey et les enseignements des Asiatiques. Leader noir charismatique qui a organisé le premier mouvement important de nationalistes noirs, 1919 à 1926, basé à Harlem, New York City. Principalement autodidacte, Garvey alla à l'école en Jamaïque jusqu'à ce qu'il ait 14 ans. Après avoir voyagé en Amérique centrale et avoir vécu à Londres de 1912 à 1914, il retourna en Jamaïque où, avec un groupe d'amis, il fonda, le 1er août 1914, la Universal Negro Improvement and Conservation Association and African Communities, Ligue habituellement appelée la Universal Negro Improvement Association, qui voulait entre autres construire en Afrique une nation gouvernée par des Noirs. N'arrivant pas à être appuyé en Jamaïque, Garvey partit aux États-Unis en 1916 et a vite fondé des branches de la UNAA à Harlem et les autres principaux ghettos du Nord. Dès 1919, l'ascendant Moïse Noir prétendait avoir 2 millions d'adeptes, même si le nombre exact des membres de l'association n'a jamais été clair. Dans le Liberty Hall de l'association à Harlem, il parla d'un nouveau nègre, fier d'être noir. Son journal, Negro World, parlait des exploits des héros de la race et de la splendeur de la culture africaine. Il enseigna que les Noirs ne seraient respectés seulement quand ils seraient économiquement forts, et il prêcha une économie noire indépendante dans le cadre du capitalisme blanc. Pour arriver à ses fins, il établit la Negro Factories Corporation et la Black Star Line, ainsi qu'une chaîne de restaurants et d'épiceries, de pressing, un hôtel et une imprimerie. Il atteignit le sommet de son pouvoir en 1920 quand il présida à la Convention internationale au Liberty Hall avec des délégués venus de 25 pays. L'événement fut au paroxysme avec une parade de 50 000 personnes dans les rues de Harlem, menée par Garvey de façon flamboyante. Ses méthodes d'affaires négligeaient sa doctrine de pureté raciale. Il a même approuvé le mouvement blanc raciste du Ku Klux Klan parce que ce dernier voulait la séparation des races, lui a causé des ennemis acharnés parmi les leaders noirs établis, y compris les leaders sociaux travaillistes. A. Philip Randolph et Webb Dubois, directeur de la National Association for the Advancement of Colored People. L'influence de Garvey déclina rapidement quand lui et d'autres membres de la UNAA furent inculpés pour fraude postale en 1922 en connexion avec la vente d'actions pour la Black Star Line. Il passa 2 ans en prison sur une peine de 5 ans, mais en 1927, sa sentence fut commuée par le président Calvin Coolidge et il fut déporté en tant qu'étranger indésirable. Il n'a jamais pu ranimer le mouvement, étant à l'étranger, et il mourut dans une virtuelle obscurité. Maintenant, on compare, et c'est là que c'est fondamental, les enseignements de Marcus Garvey comparés à ceux de Drew Ali. La Modern Science Temple of America, numéro 88, ça vous demande qu'est-ce que veut dire le mot noir. Et la réponse c'est noir, d'après la science, veut dire mort. Par contre, pour la Universal Negro Improvement Association, Marcus Garvey parlait d'un nouveau nègre fier d'être noir. Précision pour les jeunes générations, à l'époque le terme Negro était utilisé de façon, on va dire, normale. Ça remonte à longtemps. Il y a le titre du livre de Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture. C'est vrai que maintenant ça a une connotation un peu différente, mais c'est pour que vous compreniez bien le contexte de l'époque. Donc noir veut dire mort pour les Asiatiques, et on parle d'être fier d'être noir pour le mouvement de Marcus Garvey. On continue. Question 87 pour les Maures. En réalité, qu'est-ce qu'un nègre? Un nègre est un animal à 4 pattes. Que veut dire Éthiopie? Éthiopie veut dire quelque chose divisé. Ça, c'était la question 90. Question 91. Est-ce qu'un homme peut être un nègre, noir, de couleur ou éthiopien? Non. Et dans le Coran des Maures, chapitre 45, qui est sur l'origine divine des nations asiatiques, au point numéro 2, on nous dit que la clé de la civilisation était et est entre les mains des nations asiatiques. Donc, d'après les Maures, un nègre est un animal à 4 pattes. Quant à la Universal Negro Improvement Association, dans le journal de Marcus Garvey, ça parlait des exploits des héros de la race et de la splendeur de la culture africaine. Je pense que ça se passe de commentaires, puisque pour les Noirs asiatiques, donc les Noirs arabisés afro-américains, un nègre est un animal à 4 pattes. On en vient donc à la nation de l'islam. Ma source, c'est un livre de Cheikh Daoud,
Vous avez la couverture sur la gauche. C'était à l'époque où il y avait un quiproquo entre lui et la nation de l'islam. Donc il a parlé de W.D. Fard, celui que les Noirs avisés, non seulement aux États-Unis mais en France aussi, prétendent être Allah. Ils disent que c'est Allah en la personne de Fard Mohamed. Et vous avez, je vous ai montré ça, je vous ai montré des gens en France qui prétendent cela. Donc vous pouvez voir au milieu Elijah Mohamed, le leader de la nation de l'islam, et il est en train de porter le fez, autrement appelé tarbouche. Et en dessous, on voit Noble Drew Ali qui lui aussi porte le fez. Dans le livre de Carl Evans, page 60, on nous dit alors que la UNIA s'effondrait, Elijah aussi. Il rejeta la responsabilité sur les Blancs non seulement pour la chute de Garvey, mais pour la faillite des membres de la UNIA qui avaient investi leurs économies dans les actions de Garvey. Comme un million d'autres âmes perdues, Elijah allait d'organisation en organisation à la recherche de satisfaction spirituelle. Une de ses premières expéditions était dans le monde ésotérique de la franc-maçonnerie. Étant donné que l'organisation maçonnique majeure, la Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine of North America, était uniquement pour les Blancs, Elijah a rejoint l'exclusivement noir Ancient Egyptian Order of the Nobles of the Mystic Shrine of North and South America. Les Shriners noirs, tels que ces francs-maçons étaient appelés, étaient une large bureaucratie avec une hiérarchie virtuellement impénétrable. Et vous allez pouvoir écouter Elijah Mohamed de sa propre bouche dire qu'il était franc-maçon. What I was a Mason too. Until I became a Muslim, I was a Mason. Toujours selon le livre de Carl Evans, page 62, repentant, Elijah promit à nouveau d'arrêter de boire et de rendre à Clara l'homme fier qu'elle avait épousé. Dans sa quête spirituelle, il assista aux réunions d'un temple local qui appelait sa religion Islam et dont les membres étaient appelés musulmans. Le fondateur du temple, il apprit durant sa première visite, était un homme étrangement habillé du nom de Noble Drew Ali. D'après les enseignements du temple, Drew Ali était le sceau des prophètes de Dieu. Malgré ce que dit le Saint-Coran, le livre que les musulmans orthodoxes acceptent en tant que parole directe d'Allah. Comme l'a fait Mohammed du 7e siècle, Drew Ali a produit un livre saint, celui-ci appelé le Holy Quran of the Moorish Science Temple of America. Page 65. Mais qui n'ait jamais vu ni entendu Marcus Garvey prononcer un discours, Elijah assista à une conférence de Drew Ali à Détroit et fut profondément impressionné. Il devint rapidement l'un des milliers de Noirs qui rejoignent les Moors. À cause de leur habit inhabituel, les employeurs n'avaient pas de difficulté à repérer les Moors pour les discriminer. Les fez bordeaux, que les hommes devaient porter tout le temps, et les boucs ne trompaient pas. Comme les Moors se considéraient supérieurs aux Blancs, leurs croyances religieuses résultaient en des rencontres hostiles dans la rue et dans le lieu de travail. Maintenant, nous allons comparer les enseignements de Drew Ali avec ceux d'Elijah Mohamed. On va de la franc-maçonnerie aux Shriners, aux Moors, à la Nation of Islam, donc Nation de l'Islam. Pour ça qui est écrit NOI, N-O-I, si vous préférez. Point 57, qui étaient Adam et Ève. Ils sont ceux qui ont apporté de la discorde dans la ville sainte de la Mecque et ont été expulsés. Où sont-ils allés? Ils sont allés en Europe. Quel est le nom moderne donné à leurs enfants romains? Quelle est la couleur de leur peau? Pâle. Quant aux enseignements de la nation islam, ce qu'ils appellent la sagesse suprême, le Supreme Wisdom. Point numéro 4 du Lost Fund Muslim Lesson Number 1. Pourquoi avons-nous expulsé Jacob et le diable qu'il a créé hors de la racine de la civilisation, à travers le désert aride de l'ouest de l'Asie, qu'ils appellent aujourd'hui Europe? Réponse: parce qu'ils ont commencé à causer des troubles parmi les justes, en leur disant des mensonges. Et dans le livre d'Elijah Mohamed, intitulé The Blackstone, page 176, la citation est que cela est arrivé 2000 ans avant Moïse, quand Dieu a expulsé l'homme blanc hors du paradis ou du jardin d'Éden. Cela signifie simplement la terre sainte d'Arabie. Ils étaient en Perse, la Perse antique, là-bas dans la vallée de la rivière de l'Euphrate. Lorsqu'ils les ont expulsés, ils ont traversé ce qui est maintenant appelé la Syrie, le Liban, jusqu'en Turquie et dans les collines et les montagnes d'Europe. Toujours en comparant les enseignements de Drew Ali avec ceux d'Elijah Mohamed, Drew Ali
Pour la question 36, quand on demande qu'est-ce que le nom Jésus signifie, la réponse est Jésus signifie justice. Et là, Mohammed dans les livres de Blackstone, page 2, ça veut dire ceci, que Jésus étant enterré, ce nom Jésus signifie justice. Le Wali, dans sa version du Coran, dans son Coran des morts, point 2, la clé de la civilisation était et est entre les mains des nations asiatiques. Et dans le Student Enrollment, ou l'inscription de l'étudiant, de la sagesse suprême, la Supreme Wisdom d'Elijah Muhammad, la première question des leçons qu'ils apprennent par cœur, numéro 1, Who is the original man? Donc qui est l'homme originel? La réponse est l'homme originel est l'homme noir asiatique, le créateur, le propriétaire, la crème de la planète Terre, père de la civilisation, Dieu de l'univers. Donc, une fois de plus, on est toujours sur des enseignements asiatiques. On nous explique que l'homme originel est un homme noir asiatique. Par contre, je tiens à préciser que il faut regarder la vidéo qui s'appelle Malédiction Shabazz. C'est les enseignements de la nation de l'islam qui enseignent que les noirs sont en fait maudits. C'est pour ça qu'ils ont les traits négroïdes, c'est-à-dire le nez plus gros que la moyenne, plus gros en tout cas que les occidentaux, les lèvres épaisses et surtout les cheveux crépus. C'est une défiguration suite à une rébellion contre Dieu et c'est qualifié comme étant l'essence de la laideur. Donc une fois de plus, vous pouvez aller sur n'importe quel moteur de recherche et vous saisissez Malédiction Shabazz. Et ce sont donc les enseignements de vos panafricains et africanistes favoris. Donc là, nous avons, je ne sais pas si je dois dire photo ou bien peinture de Fard Mohamed. Il l'appelle, c'est-à-dire les Noirs abyssés asiatiques, panafricains, africanistes, appellent cette personne Maître Fard Mohamed. Ils disent que c'est Allah en la personne Fard Mohamed. Il y a plusieurs vidéos où vous voyez des gens confirmer cela, non seulement sur le site de la Nation d'Islam, mais il m'est arrivé d'avoir affaire à deux afro-descendants francophones d'ascendance ou d'inspiration ou d'influence asiatique qui ont confirmé devant caméra que, en ce qui les concerne, c'est bien Allah, en la personne de Fard Mohamed. On continue. Donc là, vous avez une autre photo de cette personne. Et vous avez le titre du livre de quelqu'un qui a obtenu un doctorat en études islamiques, qui m'a défié à l'époque et qui s'est défilé après que j'ai accepté son défi pour un débat public. Vous pouvez voir que la photo est moins glorieuse que l'image sur la gauche. C'est une photo qu'on a été arrêté. Et ce qui est vraiment à mourir de rire, c'est que ces gens-là, c'est-à-dire les noirs arabisés asiatiques, nous enseignent que cette personne est métisse et que son père était très foncé de peau. Je pense que là, c'est une question de logique quand on voit la personne, que ce soit sur la gauche ou sur la droite. Mais bon, on va pas s'étaler là-dessus, c'est juste une image. N'importe quel membre de la nation de l'islam ne démentira pas qu'il s'agit d'Allah en la personne de Fard Mohamed, parce que c'est l'enseignement qui a été dit et redit. Donc, quand on parle de Arab Money, comme le morceau d'un certain rappeur, nous avons ici, la source est en bas, Muhammad Speaks. Donc le cadeau de nos frères libyens, c'est Elijah Muhammad qui explique dans l'édition du journal Muhammad Speaks, en 1972, que les musulmans ont reçu 3 millions de dollars cash. Et ça, c'est en 1972. D'accord? Ici, vous avez Khalid Abdul Mohamed qui raconte quand Kadhafi a donné 5 millions de dollars à Farrakhan. Donc 3 millions en 1972 et puis à l'époque de Khalid Abdul Mohamed, 5 millions. Eh ben dis donc, écoutez par vous-même. To your best of your knowledge, could you explain to us what you know, what the $1 billion was offered for? I'm sorry. To the best of your knowledge, could you explain to us what the $1 billion was offered for? To the best of my knowledge, I can, because from the beginning I was involved. I'm responsible by God's grace for Minister Farrakhan and Brother Muammar Gaddafi meeting. When I was married to my son Farrakhan's mother, we took our own money and went to Libya, the Libyan Arab Jamahiriya. We went to Libya. We stayed there 3 months to get a meeting with Brother Muammar al-Gaddafi.
We had our letters and all of our correspondence in English on one side, translated in Arabic on the other side. We went to every office, every government building, every military office. We went all over, and we hung in there. We took audio tapes, videotapes, and looked for those who had the American system or the dual system to play the videos of Minister Farrakhan. We did everything to get a meeting between Minister Farrakhan and Brother Gaddafi, because Minister Farrakhan had sought a meeting with him years back. And when he arrived in Libya to meet with Gaddafi, Gaddafi's plane was taking off. There was a miscommunication and something had happened and they missed each other. So I was dedicated to the two of them meeting. And I stayed in there and laid in there until God helped me to set up the base and the foundation for the $5 million that came to Minister Farrakhan. I did the work of cutting down the underbrush, paving the way, and opening up the way for the $5 million. Donc là, vous allez voir une vidéo où il ne fait aucun doute que Khalid Abdul Mohamed, qui était numéro 2 de la Nation Islam, tout comme Malcolm X, l'UTT, il était le second d'Elijah Mohamed. À l'époque où Khalid Abdul Mohamed était numéro 2, le numéro 1 c'était Farrakhan, puisqu'Elijah Mohamed avait déjà transité, était déjà décédé. Et vous allez entendre que l'ordre mystique va être mentionné et vous allez entendre beaucoup de titres maçonniques. Vous allez voir Khalid Abdul Mohamed, la façon dont il est habillé, il va porter aussi le fez, donc ça ne fera aucun doute. Beaucoup de gens ne sont pas au courant, mais là c'est une vidéo, c'est pas une allégation, c'est pas une rumeur. We would like to present to some and introduce to others a man that need no introduction. He's a man that has been initiated into the degree of apprentice, passed to the degree of a fellow craftsman, and raised to the sublime degree of a master mason, walked into the lodge of perfection where perfect men were at council, and from this point walked on into the consistory and crowned the sublime prince of the raw secret of the 32nd degree kingdom of the hot-burning sands of the desert, trying to find rest in the shade of the oasis, washed in the pool of Mecca, kissed the black rock of Jephthah, and stepped back on the square and declared himself a man of noble birth. He's a member of the board of directors of the Imperial Grand Council of the ancient Abbey Court of the Nobles of the Mystic Shrine of the United States of America, the illustrious noble Russia Dean. Sisters, may I have your attention, please? Brothers and sisters, in Islam, we are taught by the Honorable Elijah Muhammad to begin every important event asking for the divine blessings, asking for the divine providence of Almighty God, and to begin every important event in His name. And I can find no other event more important than this Founders Day banquet, and to begin in the name and asking for His divine blessing. So in the name of Almighty God, Allah, and in the name of His Christ and His messenger, the Honorable Elijah Muhammad,
And we thank that God, Allah, for coming as it was written and prophesied that he would come, seeking that which was lost. And we can find no other people fitting the description of the lost sheep, the lost brother, and the lost sister, except we, the 50 million or more so-called American Negroes who are lost here in the hells of North America. Lost sheep who have lost our names, lost our language, lost our religion, our culture, and our God, lost our folkways, our mores, and our norms. In the way some of us act, we have even lost our mind. And so we thank that God, it is written in the Bible that he would come seeking that which was lost and out of place. I greet you in the greeting words of peace, as spoken in the ancient tongue, spoken in the language that Jesus and all of the great worthies who came in the great line of divine, the language that they all spoke. They didn't speak English in those days. If Jesus were here at the Founders Day banquet to honor Dr. P.J. Jones tonight, Jesus would not stand up and say good evening, but Jesus would speak in the tongue of his time, and he would say, Assalamu alaikum. Be the him. And so as it is written, this is the Lord's doing. When you see the Muslim and the Mason, when you see the Muslim sister, and when you see the daughters of the various orders of the ancient Arabic order, when you see them begin to come together, you know that the dry bones are really beginning to shake and come together. There are some in this room together tonight that under ordinary circumstances wouldn't be together. But God has his hands on this whole situation. Voilà, donc vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube. Le titre c'est Khalid Abdul Muhammad was a Mason. Ce qu'on peut retenir, entre autres, c'est le fez contenant le symbole des Shriners porté par celui qui a introduit Khalid. Le fait que Khalid soit appelé Master Mason, donc maître franc-maçon. Khalid qui est appelé noble, et aussi on a la mention de loge. Ici, toujours concernant l'influence asiatique, on peut voir le drapeau de la Turquie et on peut voir aussi le drapeau de la nation de l'islam. Ça se passe de commentaires. Synchronisation des symboles, 1872, l'emblème des Shriners, 1913, le drapeau de la Morrison's Temple of America, et 1930, le drapeau de la nation de l'islam. Désormais, brièvement, on va aborder Clown Smith ou Clown 13X, aussi appelé Allah ou Father Allah, donc Père Allah. Donc Clown 13X était membre de la nation de l'islam qu'il quittera vers 1963. En utilisant les leçons de la NOI légèrement modifiées, il fondera la NGE, donc Nation of Gods and Earth, autrement appelé les 5%, la nation des 5%, ou bien les 5%. L'influence considérable auprès des jeunes, notamment le rappeur Rakim. Ce dernier a avait comme nom complet Rakim Allah. La tradition de se nommer après un leader asiatique, tout comme Mohamed pour les adeptes d'Elijah. Donc, vous avez le centre culturel de la Nation of Gods and Earth à Harlem. Il faut savoir que Harlem est communément appelé Mecca, donc la Mecque en français. Et vous pouvez d'ailleurs voir écrit Allah School in Mecca. Et ça se trouve à Brooklyn. Et Brooklyn, il se trouve que c'est communément surnommé Médina. Donc en français, Médine. Toujours dans l'influence asiatique. Jusque-là, on n'a rien touché à l'Afrique en termes d'influence ou d'origine. On continue. Donc là, à droite, vous avez le livre que je vous ai montré, Cheikh Daoud versus W.D. Fard, page 89. Vous pouvez voir les emblèmes. Je vous avais parlé du 7. Donc, on peut voir le croissant de lune, l'étoile, le 7. Et ça vous donne donc l'emblème, le sigle de la Nation of Gods and Earth, ou bien des 5%.
nation des 5%, autrement appelée 5%. Donc synchronisation des symboles, 1872, l'emblème des Shriners, 1913, le drapeau des Moors, 1930, le drapeau de la nation islam, et 1963, celui des 5%. Très brièvement, on va parler de Malachi Z. York. C'est trop compliqué pour aller en détail, mais pour résumer, il était musicien. Vous pouvez voir un clip de lui sur YouTube. Le titre, c'est Only a Dream. Il a été imam, il a été pasteur, il a été hébreu, mais surtout, il est à l'origine de ce qu'on appelle les Nubians, en fait. The United Nubian Nation of Moors. Donc, vous pouvez voir Moors, toujours, c'est ce qu'on appelle les Moors en français. Vous avez leur livre. Et vous pouvez voir en dessous qui est écrit Ancient and Mystic Order of Melchizedek. Vous pouvez comparer Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine avec Ancient and Mystic Order of Melchizedek. Vous voyez ici Malachi York avec le fez, avec l'emblème sur la tête, avec le croissant de lune, l'étoile, etc. Et toujours dans la synchronisation des symboles, 1872, l'emblème des Shriners 1913, le drapeau des Moors 1930, le drapeau de la nation islam 1963, celui des 5%ers, et de 1970 jusqu'à 2000 approximativement, le symbole des Nubians. Donc en ce qui concerne les enseignements des Asiatiques, c'est quelque chose que j'ai souvent dit à l'époque. C'est que si vous avez 0, le néant, vous pouvez le multiplier par 10, 100 000 ou 1 million, ça vous donne toujours 0. Et vous pouvez voir le résultat. Ici, vous pouvez entendre un de ces mots et son sentiment envers l'Afrique et les Africains. C'est donc ce qui a été dit par ce mot. Et vous avez donc la traduction. Vous savez tous lire, je présume et j'espère. Maintenant, vous pouvez encore l'écouter. I ain't gonna be dealing with no African nigga, and I live in a building where it's 99% African, and them niggas get up and go to work every morning to fuck you up, throwing niggas out of their apartments, and I gotta go to court and help my brother out and all type of shit. You understand? So, fuck Africa. That's some European term, man. Maintenant, toujours dans le résultat des enseignements asiatiques, parce que certains diront oui, mais chacun est libre de croire en ce qu'il veut, etc. Vous avez le résultat, donc vous entendez un de ces asiatiques Moors parler encore une fois de son sentiment envers l'Afrique et les Africains. North America, South America, Mu already proved that the pyramid of Xochicalco actually left writing about the destruction of Mu and when it happened. Now we're giving you a map. Do you need anything else? Because I got trashed on that one. Oh, he's trying to make us from some mythical civilization in America because he hates Africa. I do hate Africa. Because Africa belongs to white folks. Now, if you can't stomach that, I'm sorry. But we got to stop calling ourselves after what they... We got to stop it. We are emitting this frequency that's keeping us dead. Voilà, vous l'avez entendu. Je pense que ça se passe de commentaires. Et là, c'est vraiment quand les gens s'accaparent une culture, une tradition qui n'est pas la leur. Voilà, donc ça mérite vraiment un Oscar hein, dans tous les enseignements farfelus des Asiatiques. On va dire dans toutes les citations farfelues des Asiatiques. Donc il n'y avait pas de civilisation égyptienne, il n'y avait pas de Kemet, c'était la civilisation des Moors. Donc, quand un Asiatique confond son idéologie avec la réalité, eh bien le résultat donne ça. Okay. So those lessons. What is your nationality, brother Ish? I'm a Moor, brother. I'm a Moor. You know, I'm also Muskogee Creek. Do you have a passport? Yes. What is written in the nationality field in your passport? Oh, I'm a U.S. citizen. But what is written in the nationality field of your passport?
My census is a Moor. You're telling me it says more in your passport in the nationality field? Yeah, I'm a Moor. No, that's not what I'm asking you. What I'm asking you is, in your passport, there's a nationality field. What is written in that field? I'm a Moor, brother. Yes, brother Ishmael, you know very well that's not the question I'm asking you. In your passport, because you said you have a passport, there's a nationality field. Now, what is written in the nationality field? Moor. You're telling me that more is written in the nationality field of your passport? Absolutely, brother. Can you show and prove that? If I have to, absolutely, brother. Voilà, vous avez donc entendu de vous-même, il y aurait soi-disant des nationalités mortes sur les passeports. C'est vraiment à mourir de rire. L'honnêteté intellectuelle n'existe pas et je pense n'existera jamais. C'est vraiment lamentable. Mais au-delà d'un passeport fictif, une fois de plus, vous allez entendre le sentiment envers les Africains et l'Afrique. People have to understand that it wasn't so much the European coming in and beating Africans. The European is not bad enough to we give the cracker too much credit as far as the destruction of what they did for Africa. These were business dealings. These Africans were sold. They were being sold. They were sold by Moors. They were sold by African chiefs. You understand? There were African nations that sold us, which is why they never came to get us. They didn't even send empty canoes to come for us to row our own self back. They didn't give a fuck about us. You know what I'm saying? We are all that we got. So, you running around saying you got all of this love for Africa. Africans sold us. These were all business transactions. Et pendant qu'on y est, je vous invite à écouter la vidéo. Vous allez sur un moteur de recherche et vous saisissez Elijah Muhammad parle des Africains. Vous allez être édifié. Quand un Asiatique défend son idéologie, ça donne ça. Now, Brother Ish, are Africans living a jungle life? Yeah, what about it? Are Africans living a jungle life? Okay, what's your question? My question is, are Africans living a jungle life? Some Africans live in the jungle and some don't. I didn't ask if they live in a jungle. I asked if they live in a jungle life. I said some Africans live in jungles and some don't. Okay, so that's accurate information. Yeah. Okay, that's 120 lesson, and you're saying that that's good. Do you disagree? Arabia, the best part of the planet. Do you disagree with that? I disagree that Africans are living a jungle life, yes. So you're saying that no Africans live in the jungle? Is that what you're saying? I'm disagree that Africans are living a jungle life. Living in a jungle and living a jungle life is two different things. I'm saying, do you disagree that some Africans live in the jungle? I disagree with the 120 lesson that says that Africans are living a jungle life. That's what I disagree with. It doesn't say are Africans living in the jungle. It says Africans are living in a jungle life. That's what it says. It doesn't say all Africans. I never said it said all Africans. It says Africans. It doesn't say some Africans. It doesn't say few Africans. Exactly. Now, vous l'avez entendu, et pour ceux qui l'ignorent, et ça a été dit à plusieurs reprises, et d'ailleurs confirmé, comme je l'avais déjà mentionné, par des francophones aussi, en vidéo en plus. Donc, les Africains vivent une vie de jungle. Ça fait partie de ce qu'ils appellent, donc les Asiatiques, les Afro-Américains asiatiques, la sagesse suprême, de Supreme Wisdom. Ça vous dit que en effet les Africains vivent une vie de jungle. Et Elijah Muhammad notamment dit que les Africains ne sont pas civilisés, qu'il ne faut pas les suivre. Vous pouvez même entendre Louis Farrakhan, hein, si vous allez sur YouTube, vous mettez Farrakhan se moque des Africains ou Farrakhan parle des Africains, vous allez être aussi édifié. C'est toujours un sentiment qui est centenaire déjà on peut le dire, hein, parce que vous avez vu la date de 1913 il me semble. Donc pendant vraiment un centenaire, on a des enseignements négrophobes, anti-africains. Si c'était un sioniste qui aurait tenu des propos similaires, même moindres, ça aurait été la fin du monde.
Mais bon, comme certaines personnes voient les Américains ou les Afro-Américains comme des demi-dieux, et que tout ce qui sort d'eux, c'est de la manne, c'est de l'eau bénite, on accepte cela, mais c'est peut-être aussi parce que on a affaire à la franc-maçonnerie et comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Parce que vous avez des francs-maçons africanistes ou des gens qui ont de la famille francs-maçons qui sont africanistes et qui ont rejoint ces mouvements-là. En tout cas, c'est à vous de faire votre choix en termes d'appréciation. Vous pouvez avoir des enseignements où on vous apprend la dignité et le respect de l'Afrique et des Africains, ou bien des enseignements de panafricains africanistes où les Africains vinifient de jungle. C'est une question de bon sens en ce qui me concerne. La cerise sur le gâteau, l'un des Afro-Américains asiatiques les plus connus qui à l'époque était leader du New Black Panther Party. Souvenez-vous, vous aviez le New Black Panther Party France. Donc, il va vous parler d'Osama Bin Laden. Vous me direz si vous partagerez le même sentiment. Come on. I don't care too much about anything but Almighty God these days. Come on. Let's talk about this brother. Yes, sir. Come on. Because he's a bold man. That's right. Yes, he is. Let's talk about this brother. Alhamdulillah. Sheikh Osama Bin Laden. That's right. Mr. Bin Laden. Got to give him his respect. Got to. He's not bowing down today. Ain't seen him cutting the tap dance. That's right. Dance. Today in the world, Mr. Bin Laden is standing up. That's right. There's a man born over in Arabia that's standing up and he's bringing reform to this world, Mr. Bin Laden. Well, you're not supposed to say these things about him. Come on with it. I thought I had free speech. Come on. Mr. Bin Laden, Al-Qaeda, the Taliban. I don't know whether Mr. Bin Laden had anything to do or not with the September 11th attacks. I don't know if I can trust these tapes that the government puts out. Come on. And they want you to hear the whole tape, allegedly where he confesses, but the other tapes that he puts out, you can't hear those tapes. Check it out. I don't know about believing in the credibility of a government that puts out false information and knows how to fix up the videos and That's right. with the tapes and make Check it it out. appear that they're saying. I don't know if I can trust J. Edgar Hoover's people. Come on. That's right. Ain't no way. There's a Muslim that is standing up. A Muslim, a And true for those who say he's not a Muslim, I tell them to please shut your mouth. That's right. Shut up. Because when Mr. Bin Laden speaks, he speaks from the Quran and the Sunnah. And logic and reason. That's right. Come on. Those are his 4 points. The Quran, the Sunnah or the Hadith, and what? Logic and reason. Let's give him a hand, man. God is the greatest. If the enemy hates him tangentially, That's right. logically, Check it out. mathematically, he's your friend. That's right. Come on. Huh? If he got Bush shook up, Got him shook up. huh? If he got Bush shaking and quaking, if he got Rumsfeld shaking and quaking, he got to be some kind of friend of yours or mine. Check it out. I don't care what you say about him, man. His name will go down in history because he will not die a punk. That's right. He will not die like some kind of sissy standing up. That's right. In the name of God. In the name of Allah. Allah. God is great. Voilà, vous l'avez vu et entendu. Hein. Il y a des Africains qui honorent Cheikh Anta Diop et certaines personnes, notamment très souvent les afro-descendants asiatiques, des gens qui défendent bec et ongle la nation d'islam et tous ces mouvements descendants des francs-maçons, ils vont reprocher à des Africains d'honorer Cheikh Anta Diop. Mais par contre, Osama Bin Laden, pour eux, c'est un héros carrément. Ça a été entendu, c'est quelqu'un d'honoré. Vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que le chef des New Arab Panther, hein, comme je les ai appelés à une époque, New Black Panther Party, il a dit que lorsque M. Ben Laden parle, il parle selon le Coran et la Sunna ainsi que la logique et la raison.
Donc voilà, certains avaient l'habitude de faire comme s'ils n'étaient pas au courant. Vous avez vu avec des preuves à l'appui que ces mouvements de panafricains africanistes descendent directement de mouvements de francs-maçons. Et si c'était seulement ça, vous avez entendu les enseignements anti-africains et négrophobes. Quant à Farrakhan pour la vidéo Malédiction Shabazz, je vous précise qu'il s'agit d'une doctrine, hein. Ce n'était pas l'opinion personnelle de Farrakhan, c'est la doctrine de la nation de l'islam, nationalisme qui est en France notamment en Europe. Et en plus, ils se sont alliés avec l'église de Scientologie. Donc on pourrait même l'appeler la nation de la Scientologie. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'en France, il y a des panafricains africanistes qui sont tellement stupides qui croient que la scientologie, c'est de la science à cause du préfixe, donc c'est à mourir de rire. C'est la dianétique de toute façon. Mais vous avez vos panafricains africanistes qui défendent ça. En Europe aussi notamment, il y a une vidéo de cela. Donc vous avez vraiment le fait que ce soit descendre de la franc-maçonnerie, en plus avec des enseignements négrophobes et anti-africains, et finalement, depuis quelques temps maintenant, quand même pas mal d'années, l'association avec la secte de l'église de la Scientologie. Donc félicitations, vous êtes vraiment lamentables, les noirs morts asiatiques, avec vos doctrines farfelues. Je fais une fleur aux auditeurs, je ne parle même pas des soucoupes volantes et des enseignements de Yacoub et la création de l'homme blanc, etc. Je laisse ça pour les plus fervents, pour les assidus, parce que c'est vraiment, vraiment bel et bien farfelu, tout comme Far Mohamed, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que n'importe quelle personne qui est africain, noir, afro-descendant ou black, appelez-vous, qualifiez-vous, vous pouvez utiliser la qualification qui vous plaît. En ce qui concerne, c'est honteux si vous soutenez ces organisations-là. Il n'y a pas photo, il ne devrait pas avoir de débat, pas avoir de discussion, et particulièrement les Africains, parce que apparemment ça ne vous dérange pas qu'on fasse des tournées dans vos pays avec ces enseignements. Quand ces gens-là viennent des États-Unis ou d'ailleurs, vous les applaudissez, etc. Il va falloir arrêter de voir l'Amérique comme le lieu saint ou la terre bénite, où tout ce qui sort de là-bas est quelque chose d'excellent. Quand il y a un enseignement négrophobe ou anti-africain, il ne faut pas s'offusquer seulement quand ça vient d'un occidental ou d'un européen ou d'un blanc, mais si ça vient aussi d'une personne qui est afrodescendante, qui est noire, africain, etc., il faut s'offusquer aussi de cela, parce que vous n'entendrez jamais de Chinois, par exemple, dire, eh bien, les Chinois vivent une vie de jungle, mais il faut essayer de comprendre ce qu'il a dit derrière cela, il y a des choses plus profondes, enfin, toutes les excuses du monde, on a tout entendu. Je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses, mais je préfère m'en arrêter là. Savoir est une arme. Et voilà, salutations à toutes les personnes qui sont dans la vérité, qui respectent leurs ancêtres, qui respectent la culture et l'histoire africaine et qui apprécient la Mahat.